C'est pour ça que je recommande vraiment aux gens de parler avec leur cœur plutôt que de parler avec leur tête. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la tête, mais avec le cœur, on ne peut pas dire non, tu ne te sens pas joyeuse, non, tu ne te sens pas triste. Ça, c'est une vérité. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dufouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter ? J'ai un parcours un peu particulier parce que je suis née en Tunisie, j'ai grandi dans plusieurs pays, j'ai travaillé et vécu en Grande-Bretagne assez longtemps et puis en Allemagne. Je suis maman de 4 enfants, je vis dans le sud de la France depuis maintenant 7 ans. Je suis rentrée d'Allemagne où j'ai vécu 18 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui ? Moi, je t'ai découvert, je pense comme beaucoup de gens sur LinkedIn. À travers ce que tu peux partager. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais dans tes professionnels ? Alors, c'est vraiment le prolongement d'un parcours. J'ai fait peu d'études, mais j'ai fait beaucoup d'intérim et j'ai été formée en entreprise. Et j'ai exercé plusieurs métiers en passant de l'administrative à la vente. J'ai été personnel navigant, puis j'ai travaillé dans la banque, puis je me suis formée à la photographie, puis je me suis formée à la vidéo et j'ai créé mon entreprise en Allemagne. Et puis je suis arrivée en France en 2011, j'ai investi ici. Et puis je m'ennuyais beaucoup parce que je vis sur une presqu'île et j'avais envie de voir du monde. Donc je venais de Londres et Francfort et ici c'est assez isolé. Et donc je me suis inscrite sur LinkedIn il y a à peu près 1 an. Et puis je me suis vraiment prise de passion pour LinkedIn. J'ai commencé à aider des gens. J'ai vu que les gens arrivaient à atteindre leur objectif avec les conseils que je leur donnais. Puis j'ai commencé à aider des entreprises qui m'écrivaient mon chiffre d'affaires a explosé, est-ce qu'on peut te payer ? Et forcément, je n'avais pas d'entreprise, donc je ne pouvais pas accepter de quoi que ce soit. Donc en janvier, j'ai décidé de créer mon entreprise. Là, j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de clients et à travailler. Donc je donne des conseils aux personnes qui souhaitent avoir des clients ou changer de métier ou changer de poste, parfois discrètement. Ok, est-ce que tu aurais eu par exemple là, une anecdote à nous partager avec une entreprise que tu aurais accompagnée ? Alors, il faut savoir que je parle anglais, allemand, italien et puis évidemment français. Et il y a quelques mois, j'ai formé 5 personnes dans une entreprise où on avait le chef d'entreprise, son assistante, 2 vendeurs et une jeune fille qui était dans le back-office. J'ai formé ces gens-là et en fait, les 2 vendeurs étaient très sceptiques sur le fait qu'on pouvait trouver des clients sur LinkedIn et ils n'arrêtaient pas de me dire we prefer the face-to-face, on préfère voir les gens de face à face, ça fonctionne beaucoup mieux pour nous. Et ils se moquaient un petit peu de moi. Et puis, on a fait cette formation. Et là, le chef d'entreprise me rappelle donc quelques mois plus tard en me disant do you remember that girl ? Tu te souviens de cette fille dans le back-office qui était toute timide, qui est très jeune en fait, et qui n'osait pas trop communiquer verbalement. On avait du mal parce que je travaillais beaucoup avec Skype et donc elle avait vraiment du mal à s'exprimer. Et il m'a dit, elle a explosé notre chiffre d'affaires. Et j'étais assez surprise, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit écoute, elle s'est vraiment prise au jeu de LinkedIn, elle a commencé vraiment à communiquer et on a eu de plus en plus de demandes et aujourd'hui j'ai quand même un petit souci, c'est qu'elle faisait un travail plutôt de manutention et là aujourd'hui elle est devenue la communicante qui nous permet d'avoir du chiffre d'affaires. Et bien sûr les 2 vendeurs, ils n'étaient pas très contents mais ils ont réalisé quand même ça a un sacré impact, donc ils ont commencé à s'y mettre aussi. C'était très étonnant parce que c'est cette jeune fille qui, contre toute attente, a vraiment fait avancer l'entreprise. Comment tu arrives à expliquer là dans le cas de l'entreprise, comment tu fais en sorte de... Là pour le coup c'était par l'exemple, mais comment tu arrives à faire expliquer à certains profils comme les 2 commerciaux à des gens disons plus réticents de façon générale sur cette possibilité de trouver des clients par LinkedIn,
Comment tu les invites à s'ouvrir à ça? Alors, en général, je leur demande d'aller voir mon profil LinkedIn parce que c'est beaucoup plus parlant. Et puis, ils peuvent aussi voir les recommandations que les gens ont laissées, sachant que il y a beaucoup de personnes à qui je recommande de ne pas laisser de recommandations. Par exemple, des cadres qui veulent changer, qui sont en poste et qui veulent changer d'entreprise. Parfois, ils sont très enthousiastes lorsque je les ai aidés et ils n'ont pas encore signé le nouveau contrat. Déjà, ils veulent me laisser une recommandation et je leur explique qu'il ne faut pas le faire parce que quand on laisse une recommandation à quelqu'un, bien ça se voit. Et ils n'ont pas encore quitté leur poste et ils vont écrire quelque chose comme « Merci à Daniel qui m'a permis de trouver un nouveau poste ». Donc, je les arrête tout de suite en leur disant « Attendez, signez d'abord votre contrat. Après, vous pouvez faire ça si vous voulez, mais pour le moment, ne le faites pas, attendez ». Et ensuite, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire du social selling, ne veulent pas forcément que ça se sache. Ils ne vont pas forcément le dire. Mais ça fonctionne bien. En fait, la plupart de mes clients viennent par recommandation. Donc, j'ai pas de blog, je fais pas de publicité. Les gens viennent parce que ils ont entendu que ça fonctionnait, donc ils me contactent. Ok. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu vois passer, que tu entends dire sur LinkedIn qui peuvent un peu te gêner ou qui pour toi ne te semblent pas forcément vraies? Oui, notamment et surtout en France, les gens pensent que LinkedIn, c'est une espèce de vitrine sur laquelle on vient mettre son CV et puis on attend gentiment d'être contacté ou alors c'est juste une vitrine. Et en fait, LinkedIn, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on fait du business. Et ça va devenir de plus en plus fréquent. J'ai l'impression que les Français n'ont pas encore compris que c'est là où on fait du business en B2B. Mais je pense qu'on y vient de plus en plus puisque j'ai de plus en plus de petites et moyennes entreprises qui font du B2B et qui me demandent des formations. D'accord, donc il y a quand même une prise de conscience peut-être un peu lente, mais il y a une très prise lente, de conscience. Oui. Il commence à y avoir une prise de conscience, mais on est toujours sur lorsqu'on me demande qu'est-ce que tu fais et que j'explique aux gens ce que je fais, on me disait ah bon mais je pensais que LinkedIn c'était plutôt pour du recrutement. Moi par exemple j'ai mon profil LinkedIn mais il n'est pas à jour, je l'ai depuis 3 ans et parfois je dis mais vous vendez des choses, pourquoi vous devenez pas l'ambassadeur de la marque de votre entreprise ou alors de votre entreprise pour contacter des personnes et faire stimuler un petit peu le business. Et quels sont les 2-3 conseils que tu donnes un peu toujours en introduction aux entreprises quand tu les accompagnes? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent finalement un peu toujours, des choses un peu basiques Quand on construit son profil LinkedIn, il faut que ce soit professionnel. J'ai souvent des gens qui mettent un logo sur la photo de profil. Ça n'encourage pas vraiment les gens déjà à accepter une demande d'invitation. Et puis alors, il y a d'autres choses. Très souvent, je vois Monsieur Dupont, par exemple, PDG de machin, et on n'a aucune idée de ce que fait machin. Donc, moi, je ne peux même pas les recommander à d'autres entreprises avec qui ils pourraient, par exemple, travailler. Et je trouve ça vraiment dommage. En fait, les gens ne savent pas vraiment créer leur offre de service sur LinkedIn et se présenter. Quand quelqu'un rédige quelque chose, je vais voir le profil et je vais voir que fait cette entreprise. Et si j'ai du mal à comprendre, je vais oublier cette entreprise et je ne pourrais pas la recommander. J'ai beaucoup de personnes sur mon réseau et très souvent, il m'arrive vraiment de mettre des entreprises en relation les unes avec les autres parce que je sais que l'un cherche ce type de produit ou ce type de service et donc je parle à l'un et à l'autre et ensuite je les mets en relation. Mais si le profil n'est pas très pro, bah forcément, ça ne les encourage pas. Est-ce que tu as aujourd'hui un peu de retour sur... parce que finalement, comme tu l'expliques, ça fait 1 an que tu es sur LinkedIn et on peut le dire, tu fais partie des expertes social selling. Est-ce que tu arrives à expliquer ton succès? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi, et honnêtement, pourquoi tu sors du lot et est-ce que tu arrives à l'expliquer? Alors, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Là, je regarde, par exemple, j'ai 15 854 abonnés. Et pour moi, c'est absolument incroyable. C'est comme si je me retourne et je vois 15 854 personnes et je hurle de peur. Je me dis, mais pourquoi ils me suivent tous? J'ai mes enfants qui rentrent de l'université et mon fils, par exemple, qui me dit, maman, tu sais, mes copains me disent qu'il faut que je me relie à une meuf qui sur LinkedIn écrit toujours au Pérou. C'est un espèce de petit label que j'ai créé lorsqu'une annonce d'offre d'emploi ou
une annonce est incomplète. Et je le regarde et je lui dis, mais attends, cette meuf, c'est ta mère. Mes enfants n'étaient pas au courant que j'étais sur LinkedIn. Je constatais que les réseaux sociaux, d'une manière générale, il y avait beaucoup de violence. Alors, il y en a beaucoup moins sur LinkedIn, hein. Mais d'une manière générale, il y avait beaucoup de violence. Et un jour, j'ai décidé de lancer le challenge du vendredi, qui est le challenge en quelque sorte qui permet aux gens de répondre de façon bienveillante à une phrase qui est quand même assez violente. Mmh. Donc, j'ai donné des consignes pour comment on pouvait répondre. Et puis, je lance ce challenge. Donc, quelqu'un m'envoie une phrase et je la mets le vendredi sur LinkedIn, le vendredi matin, et je propose aux personnes de répondre. Et le lundi ou le vendredi suivant, je donne ma réponse. Et en fait, les gens se sont habitués un petit peu à ce challenge du vendredi. Et je sais que lorsqu'il n'y est pas, parce que parfois il m'arrive d'oublier, ils m'écrivent en me disant il n'y a pas de challenge du vendredi aujourd'hui. J'apprends beaucoup grâce à ça. J'ai une formation en communication non violente et médiation, que c'est ce qui me permet de répondre avec aise et d'une façon plus apaisée à certains commentaires qui parfois font que c'est ce que j'appelle un petit peu le feu. Quand il y a le feu sur les réseaux sociaux, le but c'est quand même d'éteindre ce feu de manière à ce qu'on puisse avoir des discussions apaisées et constructives. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui te plaît le plus dans ton métier ? J'adore mes clients. Par exemple, quand quelqu'un vient et me dit j'aimerais avoir une formation sur LinkedIn parce que je voudrais, quel que soit l'objectif, j'accepte pas de faire des formations avec tout le monde parce que si je pense que la personne ne va pas vraiment suivre derrière ou si je pense que le produit n'est pas fait pour ce genre de réseau, je vais le dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant qui nourrit des canards. Eh bien, j'aime travailler avec la joie d'un enfant qui nourrit les canards. Les enfants, quand ils nourrissent les canards, ils sont assez joyeux, ils n'attendent pas de merci en retour, ils nourrissent les canards et ça leur fait plaisir. Eh bien, moi, j'aime travailler avec ce plaisir-là. J'aime mes clients, je veux les voir progresser et je veux les voir atteindre leur objectif. Et si je doute que le produit, le service ou LinkedIn n'est pas approprié pour ce que je veux faire ou si j'ai pas la foi, eh bien je dis non, je décline tout simplement. Je dis non, ou alors je les envoie vers quelqu'un d'autre. Par exemple, qui travaille avec Facebook ou qui travaille sur Instagram, parce que je pense que c'est peut-être plus approprié. Je suis pas morte de faim, je vais vraiment décider si oui ou non je vais travailler avec ce client et j'ai besoin d'aimer l'entreprise, j'ai besoin de comprendre les clients de mes clients, j'ai besoin de comprendre ce que les clients de mes clients attendent. Pour moi, ça c'est très important. Donc on travaille ensemble avec mes clients et puis je vais regarder aussi où ils vont trouver leurs clients. On met en place une stratégie ensemble dans cet objectif. Ok, donc il t'arrive de refuser des clients parce que finalement tu le sens pas ou ok, tu vois pas vraiment. Et je le dis. LinkedIn c'est un réseau où il faut publier. Si j'ai des personnes qui me disent moi j'aime pas du tout écrire, je ne veux pas être visible sur les réseaux sociaux, il est évident que ça peut pas fonctionner. J'aime que mes clients soient autonomes. Mon but à moi c'est vraiment de favoriser l'autonomie de mes clients. Je ne veux pas qu'ils soient dépendants de moi, je ne poste pas pour mes clients, je ne prends pas en main leur profil, ça ne fait pas partie de mon offre de service. Il y a une chose qui explique en partie ton succès, c'est que dans ce que tu vas, dans tes posts, dans ce que tu vas rédiger, dans ce que tu vas partager de façon générale, en fait, est très naturel. Et c'est une vraie force que c'est vrai que cette capacité à faire partager l'émotion, pas forcément évident pour tout le monde, mais si je pense c'est ce qui fait la différence sur LinkedIn et même de façon générale, je pense dans la vie, c'est d'arriver à faire, on va capter l'attention des autres parce qu'on va juste faire partager de l'émotion. Comment toi t'arrives ? Est-ce que pour toi ça a été au départ très naturel finalement quand tu as commencé à publier, à faire partager cette émotion, ou est-ce que tu es passé par, je sais pas, des techniques ou simplement un travail à force de rédiger, tu as trouvé un style ou... Alors d'abord, c'est lié à ma formation, puis à un travail personnel depuis de très nombreuses années. J'aspire aussi à exprimer mes émotions et mes besoins. Pour moi, c'est assez naturel, ça me
pose pas vraiment de problème, mais je comprends en même temps que pour d'autres personnes ce soit difficile. Ce que je dis toujours sur LinkedIn, c'est plutôt que d'exprimer une opinion avec laquelle les gens vont pouvoir dire « moi je suis pas d'accord », et donc on risque de se mettre à dos un certain nombre de personnes. Moi, j'exprime plutôt un sentiment. Je dirais, lorsque j'entends ça, je me sens triste parce que j'aurais besoin de respect pour, plutôt que de dire un tel est et puis émettre un jugement. Exprimer un sentiment et un besoin, on a plus de chances d'être entendu en s'exprimant à partir du jeu. Et j'ai vraiment à cœur de ne pas porter de jugement parce que je pense que les gens, ils sont là où ils sont aujourd'hui et ils évoluent. Donc, j'ai vraiment à cœur de ne pas porter de jugement. Est-ce que comme tu publies régulièrement, est-ce que parfois tu as été un peu surpris du succès de certains posts? Oui, très. Parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi des posts atteignent 250 000 vues. Je remarque aussi que c'est principalement des choses qui, justement, suscitent une émotion chez les autres. Et il m'arrive d'avoir des clients qui me disent on a une image d'entreprise, on veut absolument parler de ce qu'on construit, et donc ils vont vraiment se focaliser sur de l'information que j'appelle corporate. Et en fait, au bout d'un moment, c'est assez ennuyeux parce qu'on a besoin de voir qu'il y a des êtres humains qui construisent ces choses. Mmh. On a besoin de pouvoir se relier aux personnes, aux valeurs de l'entreprise, à ce que ces gens dégagent aussi. On veut pouvoir se dire, moi, je partage ces valeurs-là. Donc, on veut entendre l'humain. Mmh. On ne veut pas juste l'entendre nous parler de ses produits ou de ses services. On veut vraiment... Et ce que j'ai remarqué, c'est que si on a, sur 4 posts qu'on envoie, on envoie 3 posts corporate, c'est-à-dire qui parlent uniquement du produit ou du service, et un post un tout petit peu dans lequel on parle un tout petit peu de nous, ça n'a pas autant de succès que si on parle plus de nos sentiments. Par exemple, on peut faire des posts en parlant de nos produits en disant « Aujourd'hui, j'ai eu une joie immense à rencontrer mon client et à lui livrer ce matériel parce qu'il était vraiment ravi. » Et voilà, parler de nos émotions, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé chez l'autre, c'est ce qui nous relie aux autres en fait, un réseau professionnel. Bien sûr, c'est professionnel, mais c'est social. On parle de relations humaines. Et c'est ça qui crée la confiance entre les gens aussi. À force de rédiger, en fait, je réalise que les gens ont l'impression de me connaître. Et cette impression fait que ça crée une confiance. Et lorsqu'ils m'écrivent, souvent en privé, ils me tutoient. Bon, c'est vrai que je tutoie facilement parce que j'ai passé 30 ans de ma vie à parler anglais, donc je tutoie les gens très facilement aussi. Et les gens me tutoient parce qu'ils ont l'impression, en effet, de me connaître. Quelque part, pour moi aussi, c'est une marque de confiance. Oui. Donc, on voit que poster, parler de ses sentiments, ça crée aussi de la confiance parce que les gens se sentent plus reliés à un sentiment. Parce qu'on parle d'émotions. Comment tu arrives à aider les entreprises à passer, quand on doit animer son profil, à passer cette étape, à partager du contenu avec de l'émotion? Comment tu arrives à amener une personne, alors si je reprends ton exemple avec les 2 commerciaux par exemple, est-ce que finalement comment tu les, une fois qu'ils ont convaincu que finalement LinkedIn est un lieu pour faire du business, comment tu arrives à les amener à ce qu'ils arrivent à rédiger et partager du contenu avec de l'émotion? D'abord, je travaille en individuel avec les personnes. Okay. Quand une entreprise, par exemple, vient à moi et me dit, voilà, on a 5 personnes à former, je vérifie avec chaque personne de façon individuelle qu'elle n'a pas été contrainte d'aucune manière et que ce qu'elle va faire, elle va le faire comme moi, c'est-à-dire avec la joie d'un enfant qui nourrit les canards. Donc, si elle se sent bien dans son entreprise, elle va le faire. Si elle se sent contrainte, il vaut mieux pas le faire. Vraiment, je ne recommande pas aux entreprises de contraindre qui que ce soit à poster quoi que ce soit sur l'entreprise si l'ambiance n'est pas, enfin si les valeurs ne sont pas partagées, si on n'a pas un même objectif. Donc ensuite, j'utilise ce que je sais faire. J'écoute, c'est une écoute empathique. Et puis j'aide les gens à mettre les mots sur ce qu'ils ressentent, sur leurs besoins. Et puis au début, ils n'osent pas trop. Alors je ne leur demande pas de se confier sur leur vie privée. Évidemment, il ne s'agit pas de ça sur LinkedIn non plus. Il ne s'agit pas de s'épancher sur des choses que l'on vit dans sa vie privée. Il s'agit de partager des choses que l'on fait sur son lieu de travail,
sa joie à contribuer. Parfois même, on peut éprouver de la tendresse pour un client. Moi, je sais que ça m'arrive assez souvent. Je suis parfois très émue par ce que me disent les gens. Récemment, par exemple, j'ai travaillé avec un chef d'entreprise qui me disait, d'ailleurs on peut l'entendre sur une des vidéos que j'ai faites puisque je le filmais, il me dit, moi, j'étais destinée à travailler dans l'horlogerie. Lorsqu'il a dit cette phrase, il l'a dit, j'entendais de la joie dans sa voix. Et ça m'a vraiment touchée. C'est quelqu'un qui m'a dit ça avec une forme d'humilité. Il est chef d'entreprise depuis des années. Et en fait, ça m'a vraiment touchée parce qu'il a une superbe équipe de 15 personnes qui travaillent avec lui, qui vont travailler à l'étranger, ils vont travailler en Arabie Saoudite, au Mexique. Et ce sont des gens simples et qui aiment leur métier. Et ça se voit, ça se sent. Il y a chez lui beaucoup de pudeur. Et donc, c'est vrai que c'est un peu parfois difficile avec les gens qui n'osent pas, qui n'ont jamais vraiment partagé leurs sentiments. Mais dans cette écoute empathique, je traduis ce qu'ils me disent par des mots qui deviennent l'expression d'une émotion et d'un besoin qui est comblé ou pas comblé. Par exemple, comme ils me disent, moi, voilà, je livre ce matériel et le client est content, et je leur demande, et lorsque le client est content, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, il y a un petit moment, et il me dit, je sais pas, ça lui a fait plaisir. Je dis, est-ce que vous ressentez, par exemple, de la joie? Et des fois, il me dit, c'est plus que ça. Je suis vraiment, je sais pas comment dire. Et je dis, vous vous sentez, par exemple, très excité à l'idée d'avoir contribué à l'activité de votre client. Et il me dit, oui, c'est ça. Eh bien, on met ça en mots. Lorsque je livre et que je vois que je contribue à l'activité d'une autre entreprise, je me sens très enthousiasmée, je me sens comblée, voilà. Je les aide à mettre ça en mots. Alors après, évidemment, ils vont peut-être pas mettre ces mots-là, mais eux, c'est important qu'ils sachent, qu'ils puissent eux-mêmes avoir ces mots-là. Donc, à force de dialogue, ça vient. Et puis, il faut dire aussi que j'offre un service d'accompagnement parce qu'au début, ils n'osent pas trop rédiger, ils ne savent pas si oui ou non, ça peut être accueilli. Et donc, parfois, ils m'envoient leur poste et ils me disent, Danielle, que pensez-vous de ça? Et je leur dis, oui, c'est très bien. Et là, que ressentez-vous? Et donc, et je les aide vraiment à formuler quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce qui est vivant en eux. On avait eu une discussion un peu pour préparer cet échange et on avait parlé un peu des écoles de commerce. Alors on peut parler un peu des étudiants et on avait parlé, tu m'avais expliqué, tu m'avais raconté que sûrement un professeur avait dit aux élèves d'être sur LinkedIn pour trouver un stage. Alors, il s'avère que j'ai une fille qui est en école de commerce et je lui ai demandé, j'ai demandé à mes enfants, bien sûr, de se mettre sur LinkedIn. Je leur ai expliqué que LinkedIn, c'était pas juste pour trouver un stage ou un emploi. Les jeunes qui sont aujourd'hui en école de commerce, je pense que très bientôt, ils vont devoir travailler avec LinkedIn, pas pour un stage, pas pour un emploi, mais pour faire du business. Et je suis parfois abasourdie par le peu de temps qui est consacré à la formation sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn pour ce qui concerne le B2B, pour les écoles de commerce. Aux États-Unis, ça fonctionne très bien, au Canada aussi, et ça prend vraiment de l'ampleur en France. Et aujourd'hui, c'est crucial d'être sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Pour toutes ces personnes qui font de la vente, alors évidemment, ça ne va pas remplacer le phoning, ça ne va pas remplacer rencontrer des clients de face à face. Le fait de partager sur des réseaux sociaux, sur notre domaine de compétences, fait de nous quelque part un expert reconnu. Et donc ça crée de la confiance et ça fait qu'on nous recommande, ça fait venir à nous des clients. J'ai beaucoup de mal à comprendre que les écoles de commerce ne passent pas plus de temps vraiment à former leurs étudiants et à leur faire comprendre l'importance d'être sur LinkedIn, pas juste pour trouver des stages ou des postes, mais pour faire du business. Bon, on espère que le message sera passé auprès des écoles de commerce. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs parce que aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, est-ce que pour cette année 2018, tu t'es fixé des objectifs? Mes objectifs, c'est surtout de ne pas dépasser le chiffre d'affaires que je me suis fixé comme objectif. Je veux juste travailler avec la joie d'un enfant qui nourrit les canards. Okay. C'est vraiment ce que je veux faire. Écoute Daniel, je te remercie beaucoup.
Je t'en prie. En fait, les messages qui sont passés de la façon la plus simple et authentique possible, c'est ceux que les personnes entendent le mieux, puisque tu peux parler de technique, tu peux parler de politique, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais dès que tu parles d'émotion, chaque personne a ressenti l'émotion, par exemple, la joie d'un enfant qui nourrit un canard. Chaque personne sait ce que c'est que cette joie, et donc il peut facilement se relier à une émotion, pas forcément à un discours intellectuel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. À bientôt.